Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi le journal de Take News Télévision. Voici les principaux titres que nous allons développer ce soir. C'est une déferlante mondiale qui touche aussi le Fénois. Les terrains de padel se multiplient dans les clubs et le nombre de joueurs explose, à tel point que le tennis commence à s'inquiéter pour son avenir. Nous ouvrirons notre journal avec ce phénomène. Vahine Fierro et Kaoli Vast de nouveau sacrés lors de la 3e édition des Aito Tuaro hier soir. Les acteurs du monde sportif local ont été mis à l'honneur. On vous dévoile le palmarès de l'année 2025 dans cette édition. Contrôle des pêches, coopération régionale, protection des ressources marines, lutte contre le trafic de stupéfiants. L'État était présent sur tous les fronts en mer, encore en 2024. On fait le point dans quelques instants. Et enfin, l'université ouvre ses portes demain pour montrer ses atouts aux futurs étudiants. Des nouveautés pour cette année, l'ouverture de 2 nouvelles licences que nous évoquerons avec notre invitée, Madame Demois Schneider, vice-présidente de la Commission de la formation et de la vie universitaire. C'est un phénomène mondial qui ne semble pas connaître de limite. Le padel se développe à vitesse grand V. En 2 ans, près de 20 terrains ont été construits et des centaines d'amateurs de sport de raquettes se sont convertis à ce sport ludique et accessible, à tel point que la Fédération tahitienne s'interroge sur l'avenir du tennis. Un reportage d'Oriano Tefao. Aujourd'hui, 4 clubs ont déjà construit des pistes de padel à la place ou en plus de leurs courts de tennis déjà existants. Parmi eux, l'AS Excelsior a érigé son premier terrain il y a 4 mois et en a 4 aujourd'hui. Et depuis, le nombre d'inscrits n'a cessé d'augmenter. C'est son succès, c'est le côté ludique. Le côté ludique, c'est rigolo. Quand tu passes à côté d'un terrain de padel, tu as tout le monde qui rigole, tu es en famille. C'est vraiment ce côté ludique où tu n'as pas besoin d'avoir une très très grande technique pour t'amuser. En 1 heure, tu peux déjà t'amuser. Face à cette demande croissante, la fédération et les puristes du tennis restent sur leur garde. Si tous les cours de tennis se transforment en cours de paddle, là ça devient inquiétant. Ouais. Et est-ce que là on constate qu'il y a des fuites du côté des licenciés? Alors oui et non, je suis assez partagé sur ce point-là. Effectivement, il y a beaucoup de tennismen qui se sont mis au paddle et qui continuent un petit peu à pratiquer le tennis, mais qui se sont plus mis au paddle qu'au tennis. C'est un débat qui est un peu dans le monde à l'heure actuelle, même Djokovic en a parlé, tout ça. C'est vrai que c'est un peu inquiétant, mais c'est comme aussi le pickleball aux États-Unis qui supplante même le paddle et qui supplante le tennis. C'est vrai que c'est inquiétant. Pour que la discipline ne meure pas, les clubs conservent leur dernier cours de tennis, un moyen de fidéliser les anciens joueurs. Et le tennis reste le sport roi de la raquette. C'est le sport le plus noble, c'est le sport le plus difficile. Lorsque vous savez jouer au tennis, vous pouvez jouer à n'importe quel sport de raquette. Ce qui n'est pas le cas dans le sens inverse. Si vous savez jouer au paddle, vous n'allez pas forcément pouvoir jouer au tennis. Je ne pense pas que ça va mourir. En tout cas, nous, on se battra ici à Excelsior. On va garder nos cours de tennis parce qu'on ne veut pas que le tennis meure. Néanmoins, le padel ne cesse de gagner du terrain. 3 clubs supplémentaires, l'AS Rotea, Feipi et Papeete, projettent de construire leur propre piste de padel. Nouvelle consécration hier soir pour Vahine Fierro et Kaoli Vast. Les 2 sportifs professionnels du Fénois ont donc à nouveau été récompensés par le comité olympique local pour leur année 2024 exceptionnelle lors de la 3e édition des Aito Tuaro. Bien d'autres acteurs du monde sportif local ont été récompensés lors de cette soirée qui s'est tenue à la présidence. Compte rendu de Sophie Gebel et Heymanu Manutei. Les images sont signées TNTV Productions. Yordana, c'est un immense plaisir de vous accueillir ce soir à la C'était la cérémonie à ne pas manquer hier soir à la présidence. Les Aito Tuaro, 3e édition, ont décerné une moisson de prix. Ils récompensent les acteurs majeurs du paysage sportif local en 2024. Sans surprise, Vahine Fierro, la rideuse de Huahine, remporte le prix Élite Femme pour ses performances exceptionnelles. Bien sûr pour les Jeux Olympiques et surtout qualification pour le CT de la World Surf League.
Chez les hommes, c'est bien sûr Kaoulivast, champion olympique de surf, qui remporte le prix Élite Homme. Il a adressé un message au public depuis Dubaï. La Polynésie et la France entière pendant les Jeux Olympiques 2024 en apportant... J'espère que cette médaille que j'ai réussi à remporter motivera les jeunes de nos jours et à se donner à fond dans le sport. Et aussi, j'espère que ça donnera une bonne dynamique au sein de toutes les filières du haut niveau. Et voilà, merci beaucoup et à bientôt. Le surf décidément bien représenté cette année puisque Hira Teriina To'ofa est nommé entraîneur de l'année. Grâce à toute cette ambiance qu'on avait ensemble de vouloir faire gagner et aller chercher la médaille d'or, on l'a eu tous ensemble et merci à tout le monde. J'ai le plaisir de nommer les Tikitoa. Les Tikitoa En sport collectif, les Tikitoa, qualifiés pour la Coupe du Monde de Beach Soccer 2024, remportent le prix spécial TNTV. Les sélections féminines et masculines de VAA s'adjugent également chacune un prix. Autres sportifs aux performances exceptionnelles l'an dernier, Teureiter et Tupaya, qualifiés aux Jeux de Paris en javelot. Il remporte le prix spécial du COPF. Encore une fois, je tiens à vous remercier pour ce prix et je vous dis à bientôt sur les stades. Nana. Enfin, Pascal Vahirua, illustre personnalité du football tahitien et lauréat de la catégorie légende. Il succède à Roberto Cowan et Errol Bennett. Au total, 15 catégories ont été récompensées hier soir. Et retrouvez l'ensemble du palmarès sur notre site tntvnews.pf. À la zone économique exclusive sous surveillance, le haut-commissaire a dressé ce matin le bilan de l'action de l'État en mer en 2024, un contrôle des pêches, coopération régionale, lutte contre les trafics de stupéfiants, sauvetage ou encore renouvellement d'une partie de la flotte de la Marine nationale. L'État protège les espaces maritimes de la Polynésie française. Thomas Chabrol, Mélétéato. La vigilance est maintenue pour surveiller les espaces maritimes dans la zone économique exclusive, mais également alentour. 408 navires de pêche étrangers ont été surveillés en permanence en 2024 à la frontière de la ZEE. Pour autant, aucune tentative de pêche illégale n'est constatée comme les années précédentes. L'attention s'est portée aussi sur les navires de commerce en transit. Oui, le rôle de l'État, c'est de surveiller l'ensemble des navires qui entrent dans notre zone, avec une attention accrue pour les câbliers qui travaillent pour Google, avec une attention accrue pour les géants des mers, puisqu'on a eu un navire avec 8000 personnes, d'une manière générale pour tous les navires qui sortent un peu d'un cadre normal, de manière à les suivre, à savoir exactement ce qu'ils font dans notre zone. L'augmentation du nombre de paquebots de croisière, un moteur pour l'économie et un enjeu en matière de sécurité maritime, notamment lors des traversées dans les Tuamotu. Je pense que sur le plus long terme, il faut regarder comment le trafic maritime international va évoluer, notamment à destination de l'Amérique du Sud, où il y a des grands ports qui sont en train d'ouvrir, et comment les modifications des routes, comment ça pourrait modifier les routes maritimes avec des enjeux de sécurité qui seront assez loin de la Polynésie, mais qui nous concerneront dans le domaine de l'action de l'État en mer ou du sauvetage aux navires en difficulté ou aux personnes. Au cœur de l'océan Pacifique, la Polynésie est au milieu d'une autre route maritime, celle des narcotrafics entre l'Amérique du Sud et l'Australie. 683 navires de plaisance ont été suivis l'an dernier, 36 ont fait l'objet d'une attention particulière. Le séminaire international des gardes-côtes, organisé à Tahiti en décembre, a permis de consolider le partenariat avec les pays voisins pour lutter contre la drogue. En décembre toujours, un peu plus d'une demi-tonne de cocaïne a été saisie au large des Australes. Effectivement, la Polynésie, c'est la première escale sur la route entre le continent américain et le sud-ouest du Pacifique. Et donc, il y a un enjeu de coopérer tous ensemble pour ce fléau et le partage d'informations est clé. 2024 marque aussi l'arrivée d'un patrouilleur de nouvelle génération pour aller plus vite et plus loin dans les missions de contrôle et de surveillance. Enfin, la sécurité des personnes en mer reste une priorité. 430 opérations de sauvetage ont été déclenchées par le JRCC. Malgré tous les moyens mis en œuvre, 9 personnes ne sont pas revenues à bon port en 2024. Et hier, nous avions annoncé dans nos journaux que le docteur Jean-Paul Théran avait été radié par l'ordre des médecins. Le docteur Théran avait été suspendu pendant 1 an, suspension en termes de laquelle il a pu de nouveau exercer la médecine.
Anticiper l'impact de ce que l'on produit et préserver les ressources, c'est l'objet du séminaire sur l'économie circulaire organisé par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Différents opérateurs issus des 3 collectivités françaises du Pacifique Sud vont se réunir la semaine prochaine à Punaauia, au musée des îles de Tahiti et de ses îles. L'objectif, favoriser la transition écologique et accompagner tous ceux qui s'engagent dans un processus de consommation plus vert. Alors Philibert Matayorei. Adapter ses modes de vie et de consommation, que l'on soit un citoyen, membre d'une société, d'une association ou force vive à l'échelon communal. C'est l'objet du séminaire sur l'économie circulaire organisé par l'ADEME, un séminaire qui permet à des acteurs issus des différentes entités du Pacifique Sud de partager leurs expériences respectives. Un rendez-vous dans la continuité de la table ronde sur les déchets qui s'est tenue sur le Caillou il y a 5 ans. Oui, partager des bonnes pratiques au sein du Pacifique, parce que c'est vrai qu'on a les mêmes problématiques liées à l'insularité et que c'est l'opportunité d'incuber de nouvelles idées au vu des contraintes très pressantes de l'insularité. C'est là que ressortent de très belles idées et c'est ce qu'on voulait soutenir et permettre de partager lors de ce séminaire. Au cours de ces 3 jours d'échange, des ateliers pour adapter les dispositifs à des cas de figure concrets, comme éco-concevoir une nuit d'hébergement pour un prestataire de l'hôtellerie. On a développé le fonds tourisme durable, donc là c'est l'ADEME qui est opérateur du FTD, fonds tourisme durable, et on a pu accompagner des établissements touristiques. Et ça a été national, donc c'est-à-dire qu'il y a eu des établissements accompagnés en Polynésie, également en Nouvelle-Calédonie, même à Wallis et Futuna, et donc ce même système, un diagnostic, un plan d'action. Le plan d'action avec des recommandations, il est fait en partenariat avec le chef d'établissement. Et puis ensuite derrière, donc, on aide sur la partie diagnostic, apporter un peu de matière grise, et on aide aussi sur les investissements issus du plan d'action. Une inscription est requise pour participer à ce séminaire qui aura lieu du 11 au 13 février au musée de Tahiti et ses îles. Dans l'Hexagone, l'économie circulaire représente 2 à 300 000 emplois. Les antennes de l'ADEME en Océanie espèrent elles aussi développer ce secteur d'activité. Sommes-nous capables de vivre sans téléphone portable? Devenu multifonction, le smartphone prend aujourd'hui une place importante, voire dévorante dans notre quotidien. En 2001, un écrivain inquiet de voir nos comportements et nos relations changer, Phil Marceau a lancé les Journées mondiales sans téléphone. 3 journées qui ont démarré hier et se terminent demain. Notre équipe est allée à votre rencontre pour savoir si vous pouvez l'éteindre. Non, personnellement, non, moi je peux pas. Les appels d'urgence, tout ça. Je l'ai toujours, au bout de la main dans mes poches. C'est ma meilleure amie, du coup, oui. J'ai 5 heures par jour. Je regarde mon temps d'écran. Je trouve que ça va. Sur 24 heures, quand même, ça va. C'est pas vraiment possible de se passer toute une journée entière de son téléphone. Enfin, je ne dis pas si c'est pas bien. Mais on a besoin, c'est une journée quoi. Je dors environ vers 23h. Du coup, je suis sur mon téléphone jusqu'à 23h. Ça sert au quotidien, que ce soit pour les appels, pour payer en ligne, ou encore pour t'occuper quand tu attends le transport, par exemple, ce que j'allais faire. Nous, on a tout le temps besoin, au niveau livraison, avec les représentants. On a tout le temps besoin. Pas que pour le travail, personnellement aussi. Comme moi j'ai des enfants en cas d'urgence, mais si les écoles m'appellent. GPS, heure, appareil photo, montre, carte, ça fait tout quoi. Si par exemple je suis dans les îles, là il n'y a pas de problème, je vais passer mon téléphone. Si vraiment il fallait que mon téléphone parte à la réparation ou un truc comme ça, je le laisserai quoi. Mais c'est clair que quand je pars, si je l'oublie et que je suis à quelques minutes de la maison, je fais demi-tour. Je ne saurais pas quoi faire, je m'ennuierais sûrement et je paniquerais sûrement pour tout ce qui est à payer, à appeler et encore. C'est toujours bien d'avoir un téléphone en main. Et demain, l'Université de Polynésie organise sa journée à portes ouvertes, l'occasion pour les futurs bacheliers de rencontrer des étudiants, des enseignants et l'équipe pédagogique. 2 nouvelles licences seront à découvrir. La première consacrée à la science de la transition écologique et sociale, la licence STES, et la seconde intitulée SPI, Sciences pour l'ingénieur, à des nouveautés que nous évoquerons avec notre invité, qui n'est autre que Madame Demois Schneider, Yorana.
Bonsoir. Alors vous organisez justement ces journées portes ouvertes demain de 8h à 13h au sein même de l'université. En 2019, on dénombrait 6000 étudiants environ à l'UPF. En 2024, moins de 4000, une baisse considérable. Cette journée portes ouvertes est l'occasion pour vous d'attirer de futurs étudiants? Oui, c'est l'occasion justement de montrer l'université à nos futurs étudiants, à ceux qui auront leur baccalauréat cette année, qui puissent découvrir le campus, qui puissent rencontrer nos équipes pédagogiques, les services qui sont en appui à la vie universitaire, et puis également se mettre dans la peau d'un étudiant, voir comment ça se passe dans les laboratoires. Il y aura des ateliers qui seront organisés, et puis également des visites guidées du campus. Alors, 2 nouvelles licences seront lancées à la rentrée prochaine. Ne devaient-elles pas déjà commencer cette année? Alors, elles ont ouvert à la rentrée 2024. Donc, on a 27 étudiants inscrits dans la licence Sciences de la transition écologique et sociétale et 55 dans la licence Sciences pour l'ingénieur. Ce sont des licences qui servent à quoi au final? Alors, ce sont des licences qui vont permettre à nos jeunes de s'insérer dans la vie professionnelle, qui vont leur permettre également de pouvoir gérer des projets. Ce sont des licences dans lesquelles on travaille la pédagogie par projet, on travaille en collaboration avec des entreprises. Donc, les projets sont encadrés par des chefs d'entreprise. Et donc, ça permet aux étudiants de se rendre compte de ce que sera leur vie professionnelle et de pouvoir travailler sur des grands projets de transition, une transition numérique, la transition écologique, la transition économique, tous les grands changements auxquels on fait face maintenant et auxquels on fera face bientôt. Comment l'université détermine-t-elle ses choix en matière de nouvelles filières? Alors justement, en collaboration avec le pays, avec la demande du milieu socio-économique. Donc on fait des enquêtes avant d'ouvrir une nouvelle licence. Et justement, cette nouvelle licence Sciences dans la transition écologique et sociétale a été ouverte en collaboration avec le pays. C'est le pays qui nous a demandé de former des jeunes qui seront capables de gérer ces grands projets. Combien d'étudiants comptez-vous accueillir demain? Alors, j'espère plus que l'année dernière. L'année dernière, on a accueilli près de 600 personnes. Donc, les familles sont venues avec leurs jeunes. Et donc, j'espère que demain, nous en aurons autant et même plus. Le décrochage est-il en baisse ou stable en première année universitaire? Et comment le faire baisser encore? Alors, en première année, il est vrai que on a des abandons parce que l'université, c'est un monde nouveau. L'université, c'est différent du lycée. On acquiert de l'autonomie et ça s'apprend. Et c'est vrai que certains, malheureusement, ont du mal à s'adapter à l'université. Donc, on les accompagne au mieux, au plus près. Ils reçoivent de l'accompagnement disciplinaire. Ils ont également la possibilité de venir au centre d'orientation des stages et de l'insertion professionnelle où ils sont accompagnés par un chargé d'orientation. Donc, on les accompagne au plus près en fonction de leurs difficultés, également en fonction de leurs demandes pour justement minimiser le décrochage. C'est une journée portes ouvertes à tous. Oui, ouverte à tous. Donc, venez nombreux. De 8h à 13h. C'est ça. Merci beaucoup, Marina Demois-Schneider, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Elles sont 8 sur le territoire et accueillent 360 élèves chaque année. Les MFR Maisons Familiales Rurales ouvrent chaque année leurs portes au public. Objectif, présenter leurs offres de formation et leurs projets pédagogiques menés tout au long de l'année scolaire. Ce jeudi, pour la MFR de Taha, c'était aussi l'occasion de fêter ses 40 années d'existence. Jessica Doucet. Ici, 80% de l'apprentissage est consacré à l'agriculture, horticulture, semis de légumes, préparation du compost ou encore apiculture. Voici quelques-unes des activités proposées à la maison familiale rurale de Taha. Les élèves apprennent les métiers de la terre, une opportunité pour ces jeunes majoritairement en décrochage scolaire. La MFR, c'est une école de la deuxième chance proposée aux adolescents et un soulagement pour les parents qui aident leurs enfants à trouver une voie qui leur convienne. Cette mère de famille est fière du parcours de son fils. Alors, quels sont les diplômes qu'il a obtenus grâce à la MFR? DNB,
le certificat et le CAP. Contente? Oui, je suis très contente. Mais elle a voulu venir ici au MFR. Tu es d'accord pour qu'il vienne ici? Oui, parce que ici, à la MFR, il y a tout. Une trentaine d'élèves vont tenter de suivre cette année les traces de leurs camarades. Aujourd'hui, c'est face aux visiteurs qu'ils font des démonstrations. Les gestes sont là, l'apprentissage elle est là. Ce qui pourrait peut-être freiner un peu ces futurs agriculteurs, ça sera peut-être les démarches administratives s'ils veulent se lancer dans mettre en place vraiment leur projet. Justement, c'est pour ça qu'on est là aussi, nous, au niveau de la Chambre d'agriculture, d'essayer d'orienter au mieux ces futurs agriculteurs, l'accompagnement total. Il y a encore quelques années, Théo Yarey faisait partie de l'effectif scolarisé au sein de l'établissement. En 3 ans, il décroche son CAP élevage. Aujourd'hui, il travaille à son compte et il est aussi maître de stage. On m'a nommé pour l'élevage et c'est ça qu'on m'a appris, c'est mon grand-père et c'est ça que j'apprends pour mes élèves de la MFR de Taha. Cette année, l'établissement fête ses 40 ans d'existence sur l'île Vanille, 40 années à former des acteurs du secteur agricole du Fénois. À la rentrée 2026, les adolescents devraient occuper les nouveaux locaux situés à Faaha avec en prime une nouvelle filière, l'aquaculture. Nous arrivons au terme de cette édition. Votre soirée sur TTUNI Télévision, ne manquez pas dans quelques instants Atatoumou, suivi de votre émission de divertissement Underground. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur TTUNI Télévision et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.